L'année 1232 a marqué une période tumultueuse pour toutes les nations, en particulier pendant la transformation d'une forteresse confrontée à ses moments les plus difficiles. Le chaos et la terreur envahiraient la province, avec des destructions partout et des fenêtres et des portes brisées. La population était sous le choc, ne sachant pas comment réagir à la catastrophe. La présence mongole semait la peur parmi les habitants d'une petite ville près des montagnes, qui avait désespérément besoin d'aide. Les fonctionnaires abandonnèrent leur poste, laissant les gens du peuple affronter seuls la crise, refusant de risquer leur vie. Les incendies consumèrent les habitants et les forteresses en un instant. La génération plus âgée a plaidé pour la retenue, mais les jeunes hommes, animés par leur détermination, ne pouvaient se retenir, conscients de leurs actes. Un ancien avertit que si de telles actions se poursuivaient, il mettrait le feu à la forteresse, s'assurant ainsi que les fonctionnaires ne reviendraient jamais. Il fallait agir immédiatement pour éteindre l'incendie. L'ancien savait que leur seule protection contre les attaquants mongols disparaîtrait si les fonctionnaires ne revenaient pas. Cependant, un jeune homme fit remarquer que les fonctionnaires avaient déjà fui depuis longtemps. Le jeune homme expliqua que les fonctionnaires les avaient abandonnés, indifférents au fait que les Mongols les tuent ou non. De 1231 à 1259, la région a subi des invasions mongoles incessantes, à 9 reprises en 30 ans, forçant la population à endurer de grandes souffrances. Le roi a été déplacé et d'autres ont réussi à s'échapper, laissant derrière eux leurs maisons, qui ont brûlé sous leurs yeux. Les habitants étaient impuissants à riposter, n'ayant pas les moyens de combattre la redoutable armée mongole, la force la plus puissante de l'époque. Néanmoins, ils croyaient qu'un jour la victoire serait leur, et qu'ils vaincraient les envahisseurs qui les avaient tourmentés pendant 3 décennies. Ils se sont regroupés pour trouver la clé du succès, dans le but de vaincre les Mongols qui avaient tué leurs proches. La chance leur a souri lorsqu'ils ont trouvé quelque chose qui pouvait leur offrir une chance de victoire. Le cuivre. Ils travaillèrent sans relâche, jour et nuit, pour approvisionner toute l'armée, assurant ainsi la protection de leurs familles et de leurs amis. L'homme comprit qu'avec le cuivre, ils pouvaient fabriquer des armes supérieures que peu pouvaient rivaliser. Ils commencèrent à démonter et à étudier les armes qui leur avaient été apportées, convaincus que la prochaine attaque mongole serait accueillie par leur résistance la plus forte à ce jour. Armés de ces armes, les gens furent entraînés et motivés pour riposter contre les Mongols, déterminés à combattre leurs bourreaux. Pendant ce temps, des nuages orageux s'amassaient et le vent se levait, hurlant comme une voiture lancée à toute vitesse. Le chef de l'armée mongole ressemblait à un vétéran aguerri, un ancien puissant qui avait passé sa vie dans l'armée. Il rallia ses forces pour lancer une nouvelle attaque contre les villageois qui ne se doutèrent de rien. Alors que l'armée mongole s'approchait de la forteresse, elle élabora une stratégie pour mener une attaque parfaite. Ils ne s'alignèrent pas comme une armée classique, mais plutôt comme une armée confiante en sa capacité à conquérir, ayant déjà réussi à le faire auparavant. Le chef chevauchait un cheval majestueux, vénéré de tous, intouchable car il symbolisait leur roi. La panique s'empara des villageois à la vue de l'armée qui approchait, sachant que la puissance des Mongols signifiait une mort certaine pour certains sur le champ de bataille. Alors que l'armée se rapprochait, ils virent les villageois se rassembler à la forteresse, se préparant à l'inévitable affrontement. Un ancien du côté mongol s'avança pour entamer le dialogue, probablement pour proposer une reddition. Il cria, leur offrant le choix, se battre ou se rendre, leur garantissant qu'aucun mal ne leur serait fait s'ils se soumettaient à la domination mongole. Le roi mongol était satisfait, sachant qu'ils avaient un avantage numérique significatif et se sentant confiants dans la victoire. Il savait également que les responsables de la forteresse s'étaient enfuis depuis longtemps, craignant l'attaque mongole. Comme le dit le vieil adage, un mouton ne peut pas combattre des loups, ce qui décrivait parfaitement la situation. Mais ce n'était pas aussi simple. Soudain, une flèche vola, tuant le vieil homme et le faisant saigner devant toute l'armée mongole. La flèche manqua de peu le roi, risquant de provoquer une émeute. Le tir provenait d'un archer ordinaire de la forteresse, un homme chauve doué en arts martiaux, qui avait atteint avec précision le cœur de l'ancien. L'archer se mit à prier, levant la main et fermant les yeux pour se connecter à son énergie spirituelle. Un homme brandissant un énorme marteau en cuivre hurla pour inciter les Mongols à passer à l'action. Il frappa la forteresse pour démontrer sa force, provoquant la chute de petits morceaux. Le peuple se rebella, brandissant ses armes pour montrer aux Mongols qu'il se battrait jusqu'au bout pour sa liberté. Le roi mongol était mécontent, sachant que même en cas de victoire, il perdrait beaucoup de ses hommes. Une autre flèche fut tirée comme une balle, fonçant vers l'armée mongole.
L'archer toucha le cheval du roi, un animal sacré que seul le roi pouvait toucher, annonçant une bataille inévitable. Le roi tomba de son cheval, incapable de le contrôler alors qu'il saignait. Il reconnut l'archer comme un fervent croyant en un dieu étrange. L'archer leva à nouveau la main, exprimant sa foi. Furieux, le roi ordonna à ses hommes de tuer tout le monde à tout prix, sans laisser de survivants. Les Mongols, furieux de la mort de leur animal sacré, se lancèrent dans la bataille. Ils installèrent des échelles et commencèrent à escalader les murs avec leurs armes lourdes, difficiles à transporter. Cependant, ils furent immédiatement accueillis par les défenseurs de la forteresse, armés d'armes en cuivre habilement affûtées, prêts à riposter. Malheureusement, le sol se couvrit de cadavres et de sang alors que les deux camps se livraient à un combat acharné. Mais après le troisième jour, les défenseurs trouvèrent un peu de répit malgré leur épuisement et continuèrent à protéger leurs armes. L'armée mongole réussit à franchir le mur, ce qui annonçait des conséquences désastreuses pour les défenseurs. Malgré leur manque de force, les défenseurs gardèrent espoir, sachant qu'ils avaient désormais les moyens de riposter et de prouver leur valeur. Les deux principaux chefs échangèrent un regard, inspirant à leurs troupes la conviction qu'ils pouvaient vaincre n'importe quel ennemi. Les chefs ont croisé le fer, démontrant leur détermination à gagner et à s'emparer de la forteresse. La bataille fut ardue, chaque faux pas pouvant décider de leur sort. Un son puissant et retentissant marqua la victoire d'un des camps, annonçant leur victoire imminente. Finalement, les défenseurs triomphèrent, l'homme qui avait apporté le cuivre battant un redoutable guerrier mongol. Le roi mongol comprit qu'il ne pouvait pas gagner et ordonna la retraite, acceptant les lourdes pertes qui les entraient. La forteresse fut défendue avec succès et le peuple célébra sa victoire, l'attribuant à ses armes durables et fiables. Ils repoussèrent les Mongols, qui subirent des pertes importantes, même si certains défenseurs périrent également, heureusement en petit nombre. Les cris de victoire du peuple étaient si puissants qu'ils menaçaient de faire s'écrouler les murs, même sans les efforts des Mongols. Ils se mirent à chanter et à danser pour célébrer leur victoire durement acquise, obtenue grâce à leur persévérance et à leur habileté au combat. Ce soir-là, il n'y eut plus de bataille à mener. Ils s'assirent ensemble et burent pour célébrer la victoire qu'ils avaient tant attendue. Alors qu'ils dansaient et faisaient la fête, ils remarquèrent quelque chose d'alarmant et de suspect qui jeta une ombre sur leur joie. Un homme vêtu d'un costume violet et d'un chapeau étrange chevauchait devant eux, indiquant qu'il n'appartenait pas à la pauvre coalition en raison de sa monture. Malheureusement, 20 ans plus tard, l'événement redouté s'est produit, posant des problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre malgré leurs efforts. L'homme avait l'air suspect, laissant présager des temps difficiles pour la population. Des charrettes traversaient à toute vitesse la ville où les gens se reposaient, ce qui éveilla les soupçons, car on ne les avait jamais vus auparavant. L'un de ces nouveaux venus s'approcha du chef qui avait réussi à repousser les Mongols pendant longtemps. Le cavalier le regarda avec des yeux féroces, presque divins, cachant quelque chose et semblant très suspect. L'homme fut saisi, réalisant que cette rencontre ne se terminerait pas bien, annonçant un désastre imminent. Bien que cela ne soit pas dit, tout le monde dans la province sentait que quelque chose n'allait pas avec ces étrangers. En 1254, dans le village de Diram, près de Chengdu, le temps était clair et les habitants étaient heureux. L'homme exprima sa faim, demandant s'il y avait un endroit où manger gratuitement, épuisé d'avoir transporté du cuivre lourd. Le transport de ce métal lourd était une tâche exténuante, mais essentielle à leur survie. Ils descendirent à la montagne, ce qui rendit le voyage un peu plus facile, mais toujours très épuisant. Ils avaient désespérément besoin de nourriture. Ils arrivèrent à la vieille maison du village et virent un couple de personnes âgées assises sous le porche, gardées par des sentinelles. L'un des gardes se demanda s'ils pouvaient leur servir une nourriture aussi médiocre à leur maître, la jugeant indigne d'un roi. Le vieil homme répondit qu'il n'y avait rien de mieux dans le village et que, malgré des années de recherches assidues, il n'avait rien trouvé d'autre. Le garde les maudit et commença à leur donner des coups de pied, leur donnant envie de vomir à la vue de la nourriture destinée à leur maître. Pendant ce temps, le vieil homme et sa femme rassemblèrent des ustensiles pour cuisiner et servir, sous le regard attentif de deux filles aux yeux écarquillés. Les filles observaient tout, perplexes devant la façon dont les gardes maltraitaient les innocents villageois. Elles admiraient la dame près du roi, remarquant son apparence parfaite, comme une fille sortie d'un tableau. Les filles discutèrent de la peau impeccable de la dame, se demandant comment elle la maintenait ainsi. L'une d'elles expliqua que la dame utilisait de la poudre,
même si elle ne comprenait pas qu'elle puisse en utiliser tous les jours, car ce produit était destiné à des occasions spéciales. La fille en costume vert fit remarquer que la dame était différente et qu'elle n'était probablement jamais à court de poudre. Les filles exprimèrent leur frustration, souhaitant être à la place de la dame. Soudain, quelque chose attira leur attention et elles remarquèrent que leur ami pointait légèrement vers la gauche. Elles ont vu deux hommes porter d'énormes charges de métal sur leur dos. Après un si long voyage sans nourriture, ils portaient encore un lourd fardeau de cuivre. Elle fit remarquer que le garçon mourrait s'il continuait à porter une charge aussi lourde tous les jours. Son dos ne le supporterait pas. Le vieil homme a demandé qui était responsable de leur situation difficile et l'a pointé du doigt. Le garçon a rétorqué qu'il était stupide de lui en vouloir, tandis que le vieil homme a fait remarquer que sans ses actions, ils auraient terminé leur travail depuis plusieurs jours. Il fut question de Sanbato, une grande épée à simple tranchant servant à abattre les chevaux. Le jeune homme se vanta que son grand-père disait que ces épées étaient les meilleures que des milliers d'autres. L'homme affirmait qu'il était responsable parce que le vieil homme était devenu sénile, ce qui mit le jeune homme en colère et le poussa à fumer. L'aîné lui dit d'attendre, soupçonnant qu'il se trouvait dans le mauvais village en raison du silence inquiétant et des rues désertes. Il a suggéré qu'il se rende dans un autre village, mais le plus jeune, épuisé, a rejeté cette idée comme étant absurde, craignant de mourir de soif avant d'y arriver. Le plus jeune a crié qu'il voulait de l'eau, épuisé par leur long travail. Le plus âgé lui a conseillé d'arrêter de déranger les villageois, les traitant d'idiots. Il continua à crier pour avoir de l'eau, puis un bol d'eau cristalline lui fut lancé. Son ami était perplexe, mais le jeune homme but l'eau avec joie, soulagé. Une fille, en colère et désagréable, les observait derrière leur chef, ne voulant voir personne là-bas. Elle demanda qui ils étaient, en montrant du doigt le garçon qui buvait de l'eau, heureuse de trouver quelqu'un là-bas. Le garçon a finalement étanché sa soif, soulagé de mettre fin à ses jours de tourment. Mais la fille le fit taire en lui couvrant la bouche de sa main, ce que le garçon n'apprécia pas. Elle lui dit de se taire, l'avertissant que si le prévôt entendait leurs cris, cela causerait des problèmes, comme elle le savait par expérience. Soudain, le sol trembla sous les sabots des chevaux qui le frappaient comme des pierres. L'animal se déplaçait à la vitesse de l'éclair, suggérant la présence d'un cavalier. Un homme adulte barbu, vêtu d'une énorme armure qui brillait au soleil comme une épée reflétant la lumière, était assis sur un cheval. Il remarqua les 4 personnes et devint méfiant, réalisant que plus il y avait de gens qui le connaissaient, plus cela était mauvais pour lui. Le garçon demanda s'il s'agissait du prévôt dont la fille avait parlé. Elle répondit qu'il semblait plus âgé, mais que c'était la première fois qu'elle le voyait. L'homme, surpris, demanda qui était le prévôt, supposant qu'il s'agissait du chef. Son ami précisa qu'il avait un statut beaucoup plus élevé, comme celui de maire de la ville. La jeune fille demanda ce qui se passait et regarda vers un petit domaine où 5 personnes se tenaient debout et complotèrent quelque chose. Puis, d'une manière ou d'une autre, ils ont attrapé le garçon, ont pointé une arme sur lui et ont commencé à le menacer. Cela a conduit à sa capture pendant l'agitation. Cet homme était le père d'une des filles, et elle craignait pour sa vie, se mettant à pleurer à l'idée de le perdre. L'homme, perplexe, lui a demandé pourquoi elle disait « père », et ils l'ont regardé comme s'il était un idiot qui dérangeait tout le monde. Elle lui a dit de rester silencieux, et s'est assise sur ses genoux pour éviter d'être remarquée, tout en continuant à observer. La jeune fille l'a averti de se cacher, sinon il serait sévèrement puni s'il était repéré par la surveillance. Le commandant a ordonné une fouille de la maison, exigeant qu'ils prennent tout ce qui pouvait leur être utile. Il s'est moqué des gens ordinaires, leur suggérant de s'entraîner à l'escrime en les menaçant de les décapiter. Lorsque le père fut capturé, il sut qu'il se trouvait dans une situation désespérée qui pourrait profondément blesser la fille qu'il aimait et avait élevée. La dame a insisté sur le fait qu'il n'avait plus rien, les exhortant à aller voir ailleurs. Le garde a menacé de la tuer si elle bougeait. À ce moment-là, l'un des chefs frappa le père au plexus solaire, criant que c'était un acte méprisable. Le père se mit à cracher du sang, saignant abondamment à cause du coup précis porté à un point vital. Le jeune homme, incapable de regarder son père se faire battre, a crié aux agresseurs qu'ils n'étaient que des créatures sans valeur. Il a alors remarqué que la jeune fille restait calme et ne criait pas, ce qui l'a amené à lui demander si c'était vraiment son père, vu ses souffrances. Son amie a attrapé sa chemise en criant qu'il était un idiot qui ne comprenait rien. Elle lui a expliqué que si la jeune fille intervenait, cela ne ferait qu'empirer la situation. Elle leur a demandé s'ils restaient là parce qu'ils aimaient regarder et pleurer.
L'aîné a appelé son frère pour qu'il parte et ne les dérange pas. Le lendemain, il a voulu aider, mais sans succès. L'aîné leur a rappelé de ne pas s'immiscer dans les problèmes des autres, les avertissant des graves conséquences s'ils perturbèrent le destin. Gay a réalisé que son ami avait raison. Se mêler des affaires des autres causerait de grandes souffrances. L'un des intrus trouva un poulet qu'il tenait par les pattes. La femme affirma que c'était sa faute et les supplia de libérer son mari. La foule fit remarquer que s'ils avaient été trompés, cela signifiait que leur chef l'avait été également. Il jeta alors la femme de côté et pointa ses lames vers la tête de l'homme. Le sabreur déclara qu'il veillerait à ce que l'homme ne recommence pas, tandis que le père de la jeune fille implorait sa pitié. La jeune fille, incapable de supporter cette scène, se mit à pleurer, réalisant que son père était sur le point de mourir sous ses yeux. Un autre de mes amis a tenté de supporter la situation et a crié que les anciens ressemblaient à des épouvantails et devaient cesser immédiatement. L'homme a regardé autour de lui et a remarqué que les événements qui se déroulaient étaient intrigants. Bien qu'il n'ait pris aucune mesure, il était impatient de s'impliquer. L'un des spectateurs lui a demandé qui elle était et pourquoi elle tenait des propos aussi désobligeants à son égard. Il a maudit la jeune fille et s'est avancé vers elle, jetant le poulet de côté, avec l'intention de lui trancher la gorge. Réalisant qu'elle était sur le point d'être tuée, elle a crié à l'homme de l'aider dans cette situation désespérée. Il fut surpris par sa demande, se demandant pourquoi il devrait l'aider alors qu'elle l'avait précédemment renvoyé. La jeune fille l'a supplié de l'aider alors qu'il s'apprêtait à brandir son arme, avec l'intention de lui trancher la gorge devant tout le monde. Cependant, il se souvint des ordres de son commandant d'éviter d'intervenir dans les disputes des autres afin d'éviter des répercussions similaires. L'homme, furieux, était prêt à lui briser tous les os, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas le droit de le traiter avec un tel manque de respect. Alors qu'elle était confrontée à une menace de mort imminente, un miracle inattendu se produisit, surprenant tout le monde, y compris l'homme lui-même. Le sabreur réussit à frapper l'agresseur arrogant, le projetant en l'air. La jeune fille fut épargnée et survécut malgré la gravité de la situation. Les spectateurs étaient stupéfaits, incapables de comprendre comment un tel dénouement était possible, étant donné que l'agresseur était l'un de leurs combattants les plus habiles. L'ami du jeune homme se rendit compte que le fait d'avoir été témoin de cet événement allait sans aucun doute le mettre mal à l'aise. Il était clair que la situation était loin d'être résolue, et il comprit qu'il fallait agir. La jeune fille le regarda dans les yeux et vit qu'il était capable de la défendre devant une foule nombreuse, ce qui signifiait qu'il risquait d'être tué pour avoir osé attaquer l'un des gardes. D'autres ont compris qu'il fallait rapidement résoudre la situation et capturer la personne qui avait agressé leur allié. L'un des hommes armés a averti que si la personne ne s'excusait pas immédiatement, son épée rendrait justice. L'homme frappa son adversaire, qui escalada alors la clôture, probablement pour se regrouper ou planifier une autre action. Il semblait qu'une bataille était imminente. L'homme toucha son épée et la rejeta comme une simple décoration, affirmant qu'elle n'était rien de plus qu'un bibelot inutile. Il passa alors à l'action. Il frappa son adversaire, déclarant qu'il n'avait pas le droit d'insulter son arme, qui avait joué un rôle crucial dans de nombreuses batailles. Cependant, l'homme réussit à attraper les lames d'une seule main sans se couper, comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Les spectateurs étaient stupéfaits, incapables de comprendre comment il pouvait saisir l'épée d'une seule main sans être blessé. L'homme commença à exercer une pression de manière à causer un maximum d'inconfort et de douleur, dans le but d'infliger l'expérience la plus désagréable possible à son adversaire. Il serra l'épée avec une telle force qu'elle se brisa en deux sous les yeux de tous. Les spectateurs étaient perplexes quant à la façon dont il avait pu briser le fer d'une seule main. L'épée, désormais brisée, semblait sourire, comme si elle était consciente de cet exploit inattendu. Il était inconcevable pour quiconque dans le village de briser du fer à main nue. L'homme commença à paniquer, incapable de comprendre comment son épée de confiance, qui avait toujours été sa compagne de combat, pouvait être brisée si facilement. Pendant ce temps, quelqu'un à cheval dévalait la montagne, ayant remarqué des événements étranges en contrebas et entendu des bruits inhabituels provenant de cette direction. Ils accélérèrent pour rattraper leur retard et atteindre leur destination, chacun portant ses armes à la main. L'un d'eux demanda à un autre s'il était tout à fait certain que leur chef se trouvait dans le village vers lequel ils se dirigeaient. Il avait du mal à croire qu'ils avaient parcouru tout ce chemin juste pour une chasse, sentant que quelque chose n'allait pas. Il les pressa de se dépêcher, soulignant qu'ils devaient assurer la sécurité de leurs protégés, les avertissant des graves conséquences s'ils échouaient. Lorsqu'ils arrivèrent dans le village désert,
Ils ralentirent. Normalement, les villageois seraient dehors, interagissant dans les rues. Ils commencèrent à se sentir mal à l'aise, remarquant que même les animaux semblaient agités. Ils avaient l'impression que tout se liguait contre eux. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre pourquoi le village était si vide et pourquoi il n'y avait personne en vue. Puis, il entendit quelqu'un crier « Idiot !» De toute évidence, cette personne était en train de discuter, car il n'y avait aucune autre voix autour. Il surprit une conversation dans laquelle quelqu'un critiquait l'épée, la qualifiant de simple jouet, et se demandait pourquoi elle n'était pas correctement affûtée, ce qui mit le guerrier en colère. Il demanda si c'était la raison pour laquelle l'épée s'était cassée si facilement, pointant du doigt l'homme et se plaignant bruyamment de la destruction de son arme précieuse. L'homme répondit qu'il disait n'importe quoi et lui ordonna de rassembler les imbéciles qui l'accompagnaient. C'est alors que quelqu'un déclara que cela était inacceptable et dégaina son arme. Il s'agissait de la personne qui était venue chercher la tête. Le guerrier s'adressa à cette personne en l'appelant « jeune maître », laissant entendre qu'il s'agissait du fils du prévôt, et demanda qui d'autre était présent et quel était leur but. Conscient de l'importance de la personne derrière lui, le guerrier traita l'homme de misérable ver pour avoir osé briser son arme. L'homme expliqua que le jeune maître était Ozawa, le fils du prévôt, une figure respectée dans le village, connue pour sa bravoure et son leadership dans l'armée. L'homme était perplexe car le nom de famille du jeune maître était Chua, alors que celui de son père était Chua. Cette divergence le rendait nerveux, craignant que le guerrier ne le réprimande sévèrement. Une autre personne dit à l'homme de se taire et de rester silencieux, le menaçant de mort s'il parlait à nouveau. Cependant, le fils du prévôt intervint et lui dit d'arrêter. Le fils du prévôt a déclaré que l'homme ne devait pas aboyer sur un chien en réponse, l'humiliant publiquement pour son comportement bruyant précédent. Ils continuèrent jusqu'à la résidence du chef, où il vivait depuis de nombreuses années, et le temps resta agréable. L'homme s'inclina et voulut exprimer ses frustrations et son mécontentement de longue date, se sentant encore troublé à ce moment-là. Il baissa la tête, réfléchissant à la manière d'aborder et de changer la situation qui le troublait depuis si longtemps, en quête de paix. Alors qu'il s'inclinait devant le chef, celui-ci lui demanda s'il venait de la forteresse dont on disait tant de choses. L'homme s'est présenté comme le lieutenant-général Cho Jak-chan, continuant à garder la tête inclinée en signe de respect. Le chef reconnut cela, mais lui demanda la raison de sa visite. Le lieutenant expliqua qu'il avait reçu l'ordre du général de l'armée défensive de l'escorter jusqu'à la forteresse. L'armée affectée à la forteresse et à d'autres endroits clés pendant la dynastie Goryeo était essentielle pour se défendre contre les invasions. Le roi était inquiet et ne savait pas quelle était la meilleure ligne de conduite à adopter. Le chef lui dit que les Mongols approchaient et qu'il devait se dépêcher de se rendre à la forteresse pour calmer la population, l'avertissant que sinon, une émeute pourrait entraîner le chaos dans tout le pays. Sa petite amie mentionna qu'il souffrait de douleurs au dos et à l'estomac et qu'il avait besoin de se reposer. Elle espérait qu'il resterait sur place et n'irait nulle part. Le lieutenant insista sur l'urgence de faire appel à M. Choa Jun-kyung pour résoudre la crise et sauver le peuple d'un désastre imminent. Il lui ordonna de reculer et de rester sur place, car il n'avait aucune intention de quitter sa position, trop éloignée de la forteresse. Le lieutenant était très étonné, le regardant comme s'il assistait à un miracle, l'expression de son visage trahissant son incrédulité totale. Il se leva et s'inclina, exhortant le gentilhomme à suivre son propre chemin. Il ne comprenait pas pourquoi l'homme refusait de l'accompagner, car cela semblait inutile et risquait de provoquer une émeute. Il sortit de derrière la porte, incertain de ce qui allait se passer ensuite. Si un bain de sang avait lieu, cela entraînerait des souffrances généralisées et affaiblirait l'unité du peuple. Il remarqua alors quelque chose dans les sacs qui le scandalisa profondément, compte tenu de son expérience et de sa compréhension de ce qui était approprié. Il vit 2 chevaux et 5 personnes partir avec de grandes quantités d'objets. En les observant, il se rendit compte que ces objets ne semblaient pas nécessaires à leurs fins habituelles. Le lieutenant comprit que le roi n'était pas équipé du matériel de chasse habituellement nécessaire pour poursuivre des animaux. Il semblait avoir déduit que le chef avait l'intention de s'enfuir vers une île voisine, pour y trouver refuge une fois que les Mongols seraient arrivés. Il remarqua un groupe de personnes rassemblées en un seul endroit, occupées à une activité qui attira l'attention du vieil homme. Tout le monde était réuni pour voir comment le fils du prévôt allait affronter l'homme qui avait brisé une épée à main nue. L'homme, irrité d'avoir été traité de chien, plaisanta en disant qu'il le regretterait si le chien le mordait. Le fils du prévôt resta silencieux,
faisant preuve d'une sagesse similaire à celle de son père, et répondit par une pause réfléchie. L'homme fit un geste de la main, suggérant de reporter le combat, car leur querelle ne portait que sur des questions insignifiantes. Le fils du roi était furieux et profondément inquiet quant à la signification des actions de cet homme étrange. Il demanda un moment pour aller chercher une épée afin de se battre comme il se doit, ce qui déconcerta son adversaire, qui le regarda comme s'il était stupide. Cette demande l'irrita davantage, car il était impatient de se battre sans courir le risque supplémentaire de mourir inutilement. Le fils du prévôt se mit à crier, le traitant de dégénéré, et brandit son épée avec l'intention de le tuer, comme il l'avait fait avec le guerrier précédent. Tout le monde savait que l'homme était condamné, car le fils du prévôt était extrêmement fort, et il s'attendait à assister à une autre mort absurde. Le fils du prévôt le frappa, manquant de peu sa tête, mais l'homme réussit à esquiver l'attaque grâce à son agilité au sol. C'était un exploit impressionnant, et le fils du prévôt était déterminé à le mettre en pièces pour son audace devant la foule. Réalisant qu'un seul coup ne suffirait pas, l'homme réfléchit rapidement à la manière de se défendre contre un adversaire aussi rapide et puissant, sachant qu'il ne pouvait plus compter sur le brisement des épées. Il riposta avec un fragment d'épée fourni par un autre guerrier, l'utilisant comme arme pour combattre le fils du prévôt. Malgré son refus de reculer et sa tentative de défendre son honneur, il reçut une coupure à l'épaule causée par le morceau de débris. L'homme retira son arme, affirmant qu'il avait failli réussir. Il savoura le sentiment de puissance et de victoire sur le jeune combattant. Le fils du prévôt réalisa à quel point la situation aurait pu être grave si l'épée n'avait pas été endommagée. Il aurait pu perdre la tête et se vider de son sang. L'homme mentionna que si le combat avait duré un peu plus longtemps, il aurait dû lutter pour survivre. Soudain, l'homme est devenu furieux, a tenu des propos incohérents et a exigé que le jeune maître lui pardonne, s'humiliant en posant sa bouche sur le sol. Maki demanda ce qui se passait et comment l'homme osait le toucher, surtout d'une manière aussi dégradante devant tout le monde. L'aîné expliqua au jeune maître que le garçon avait clairement mené une vie protégée et qu'il ne connaissait pas les règles de bienséance. Il demanda à nouveau pardon au nom du garçon. La dispute s'intensifia, le plus jeune traitant le plus âgé de plouc, ce qui mit ce dernier en colère, qui riposta en le traitant de garçon. Leur querelle s'intensifia, le plus jeune menaçant d'arracher la langue de l'aîné et de s'en servir pour créer un dispositif permettant d'obtenir un débit puissant s'il était à nouveau traité de morveux. Le fils du prévôt les traita de salauds et les avertit qu'ils paieraient pour leur comportement. Il leur dit également de se calmer, car leur bruit dérangeait tout le monde. Du sable a soudainement commencé à tomber sur son visage, obscurcissant sa vision. Cela semblait être une diversion pour faciliter leur fuite et assurer leur sécurité. Alors qu'ils s'interrogeaient sur la situation, ils ne se précipitèrent pas en avant, cherchant plutôt à s'éloigner suffisamment de l'armée voisine. La panique se répandit parmi les spectateurs qui avaient été témoins de ce qui était arrivé au fils du prévôt. Quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. L'homme cria qu'il devait leur s'enfuir, et son compagnon plus âgé l'exhorta à courir plus vite et à ne pas se laisser distraire par des détails insignifiants. Ils s'enfuirent et rencontrèrent le même homme qui était allé auparavant demander au seigneur principal de venir à la forteresse. L'homme leur cria dessus et tira son épée, menaçant de leur trancher la gorge pour leurs actions et les ruses qu'ils avaient utilisées. Le garçon se précipita à ses côtés, réalisant que s'il ne suivait pas le rythme, il perdrait tout espoir dans sa situation actuelle. L'homme brandit son arme, mais le garçon esquiva habilement ses coups, laissant l'homme perplexe devant la capacité du garçon à esquiver des coups aussi puissants. L'homme resta sous le choc, incapable de comprendre comment le jeune homme avait pu éviter son attaque légendaire, qu'il avait perfectionnée pendant plus d'une décennie. Ils continuèrent à fuir, et l'aîné ne pouvait que les regarder, incapable d'intervenir en raison de son armure lourde qui entravait sa mobilité. L'aîné reprocha au jeune homme de s'être battu, tandis que ses amis expliquèrent qu'il n'avait pas d'autre choix que de se battre pour s'échapper. L'aîné insista sur le fait qu'il devait fuir pour sauver sa vie, car leur chance de survie dans le village était mince. Alors qu'il courait, le plus jeune entendit quelque chose et s'arrêta pour déterminer qui les appelait et pourquoi. C'était la jeune fille qui l'avait sauvé, qui lui criait de venir immédiatement l'aider à échapper aux forces du roi. Elle les a exhortés à la suivre, affirmant qu'elle connaissait mieux que quiconque la région, y ayant vécu toute sa vie. Ils tournèrent rapidement au coin de la rue, essayant de trouver un moyen de s'échapper de la situation périlleuse dans laquelle ils se trouvaient. La jeune fille leur tendit des robes, leur demandant de les enfiler rapidement pour se déguiser et prendre un bref répit sans épuiser leur énergie.
Le garçon demanda si ces robes étaient des vêtements de femme, mais elle répondit qu'elle n'avait rien d'autre et l'exhorta à se dépêcher s'il voulait se fondre dans la foule en se faisant passer pour une fille. Ils traversèrent le village en direction de la rivière, tandis que les habitants cherchaient les 2 hommes qui avaient attaqué le fils du prévôt, bien que personne n'ait pris de mesures. Les habitants couraient dans tous les sens, suivant les ordres, tandis que les garçons, habillés en femmes, marchaient prudemment comme s'ils étaient de jeunes filles. Un guerrier devint méfiant, remarquant leur apparence inhabituelle et les chaussures étrangement féminines qu'ils portaient. Il les interrogea sur leur identité et leur demanda pourquoi ils se cachaient à haut derrière les plaques qu'ils portaient auprès de leur tête, voulant les identifier, car ils ne leur étaient pas familiers. Le fils du prévôt s'intéressa à elles et chercha à savoir qui étaient ces dames, remarquant que leur déguisement n'était pas très convaincant. Les filles ont prétendu qu'elles n'étaient que des serveuses pour le maître et qu'elles avaient besoin d'aide, appelant ainsi leurs amis à la rescousse. Le guerrier mit en doute leur sincérité, se demandant si elles ne cherchaient là pas à le tromper, car il y avait 2 fugitifs qui devaient être capturés et exécutés. Il demanda à la jeune fille si elle avait vu 2 individus suspects, et elle répondit que non, s'excusant pour le dérangement. Cette réponse rendit le patrouilleur inquiet, car il ne pouvait déterminer où les fugitifs étaient là passés. Alors qu'il suivait le fils du prévôt, la jeune fille soupira, sachant qu'elle serait considérée comme complice pour avoir caché les dangereux criminels dans le quartier. Les hommes commentèrent la rapidité avec laquelle les voleurs s'étaient échappés, l'un d'eux louant leur force et soulignant qu'ils semblaient très redoutables. Le patrouilleur s'interrogea sur ce qu'il entendait par force, soulignant que les voleurs s'étaient enfuis immédiatement après avoir vu le jeune maître, pensant sans doute qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec lui. Il continua à faire l'éloge de son chef, affirmant que s'il en venait à un combat, le jeune maître vaincrait facilement les voleurs, soulignant son impressionnante réputation. L'homme a poursuivi en mentionnant que l'un des voleurs avait traité l'autre de sanglier pour se sauver, quand soudain, une main s'est tendue derrière lui. Quelqu'un l'attrapa par le cou et le tira violemment en arrière, s'apprêtant à le punir pour les remarques qu'il avait faites sur les autres. C'était un homme plus jeune qui avait retiré son costume et qui était furieux qu'il parle de lui dans son dos, mais jamais en face. Il ne se laissa pas intimider et jeta le garde en l'air. Il a défié le maître de se battre à nouveau, piquant l'intérêt du jeune maître qui le regardait comme une proie. Le fils tira son épée pour un combat loyal, comprenant que cela lui permettrait de défendre son honneur et de démontrer ses talents inégalés. Il déclara que l'imbécile avait scellé son propre destin et se tint prêt, son épée brillant au soleil. Une autre personne fit remarquer que le jeune maître lui offrait une chance de se battre honnêtement, en tête à tête, afin que tous puissent voir qui serait le véritable vainqueur. Ils se regardèrent fixement comme s'ils étaient les plus grands adversaires du monde, chacun accordant une immense importance à sa réputation et à sa dignité. L'aîné se rendit compte qu'il risquait de perdre rapidement face au jeune maître et que, même s'il gagnait, les autorités locales l'exécuteraient de toute façon. Le jeune homme se retourna pour entendre son ami le traiter d'idiot, ce qui ne fit qu'attiser sa colère. Il était blessé qu'un proche ait si peu confiance en lui. Les 3 captifs restèrent silencieux, comme des poissons, conscients qu'il valait mieux se taire en présence de quelqu'un qui brandissait une arme. Ils craignaient que s'ils ne remportaient pas le combat, ses amis en souffriraient. Leur sort serait scellé, quelles que soient ses actions. À la tombée de la nuit, ils furent tous capturés et amenés devant le maître pour être jugés pour avoir attaqué le jeune maître, destiné au trône. Ils furent abattus et assis près du feu, réalisant qu'ils se trouvaient dans une situation désespérée avec peu de chances de s'échapper, même s'ils s'accrochaient à un faible espoir. L'homme dont l'épée avait été brisée lui ordonna de rester immobile et de ne pas bouger, en lui marchant dessus avec sa nouvelle arme. Cela rendit le jeune homme furieux, se sentant impuissant et humilié, comme s'il n'était rien de plus qu'une simple créature. Avec l'arme pressée contre son visage, il savait qu'il devait agir avec prudence, sinon il paierait de sa vie pour ses actes. L'homme ressentit une vague de satisfaction, se délectant de la puissance de sa nouvelle arme, lui qui avait autrefois été vaincu par la même personne qui était désormais à sa merci. Le maître observa la scène, plongé dans ses pensées. Ayant déjà dû faire face aux problèmes mongols, il devait maintenant s'occuper de ces 2 intrus. Il ordonna leur exécution, accordant plus d'importance à son fils qu'à toute autre chose, car les enfants sont ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. L'homme était impatient d'utiliser sa nouvelle lame pour les tuer, prêt à frapper et à leur ôter la vie, éprouvant une sombre satisfaction. Brandissant son épée, il leur cria de mourir, sachant à quel point leur situation deviendrait désespérée s'ils parvenaient à se libérer de leurs liens.
La jeune fille poussa un cri d'alarme. Ses sentiments étaient clairs, car elle s'était attachée à lui, d'autant plus qu'il lui avait déjà sauvé la vie face à cette même personne. L'épée s'abattit rapidement, prête à décapiter ceux qui s'étaient aventurés en territoire inconnu. Il ressentit une peur de la mort écrasante, comme il n'en avait jamais éprouvé auparavant, alors qu'il faisait face à une exécution imminente. Au moment où l'épée allait frapper, un sabre apparut, interceptant le coup et l'empêchant d'atteindre sa tête. Le subordonné du maître était furieux de voir son coup bloqué par un vieil homme qui avait auparavant demandé l'aide du maître, mais qui défendait maintenant les jeunes qui avaient attaqué son fils. Le maître exigea de savoir pourquoi ses ordres n'étaient pas suivis et pourquoi le vieil homme protégeait ceux qui avaient fait du mal à son fils. Le vieil homme s'agenouilla et expliqua qu'il fallait d'abord les interroger afin de découvrir les informations précieuses qu'ils pouvaient détenir. La dame exhorta le lieutenant général à cesser de défier les ordres du maître, qui était de les exécuter, et à ne pas contester l'autorité du maître. Le vieil homme commença à parler de la forteresse géante, et la réaction immédiate du jeune homme révéla qu'il en avait connaissance, ce qui éveilla les soupçons. Le vieil homme lui demanda s'il avait des informations sur la forteresse, ce à quoi le jeune homme répondit par l'affirmative, disant qu'il était en route pour s'y rendre. Cette révélation étonna le vieil homme, qui pensait que s'il s'était vraiment rendu là-bas, il aurait rencontré des Mongols et n'aurait pas survécu. Il était à la forteresse depuis le matin et n'avait vu aucun Mongol, restant avec son ami tout ce temps. Le vieil homme commença à reconsidérer la situation, réalisant que les Mongols étaient peut-être en train de mettre en œuvre un plan stratégique pour les intimider. Le jeune homme suggéra que les Mongols devaient être occupés à assiéger la forteresse, planifiant peut-être une attaque surprise pour s'en emparer. Ces remarques intriguèrent tout le monde, qui avait du mal à comprendre comment quelqu'un avec son parcours pouvait avoir de telles connaissances. Il fut surpris par leur réaction et se demanda si personne n'était au courant de cette information avant son arrivée. L'un des dissidents l'accusa de mentir, affirmant que ses déclarations n'étaient que des tentatives pour tromper et obtenir un avantage. Le vieil homme commença à envisager la possibilité que ces informations soient effectivement un stratagème visant à les induire en erreur, susceptible de semer la confusion sans grand effort. Le vieil homme demanda à tout le monde d'examiner les armes qu'il portait, qui semblèrent suspectes pour des voyageurs ordinaires, suggérant un objectif plus profond. Face à une épée pointée sur sa nuque, le jeune homme comprit qu'il lui fallait une excuse convaincante pour éviter l'exécution. Sous la pression, il expliqua qu'ils étaient emmenés à la forteresse pour aider à la défendre contre les Mongols, ce qui lui semblait évident. Il affirma qu'ils étaient des forgerons d'un atelier voisin, désireux d'aider leur patrie et de la protéger contre ses ennemis. Le gentilhomme commença à remettre en question la crédibilité de son histoire qui changeait rapidement, suggérant que ces informations pouvaient être fausses. Le fait que la jeune fille ait escaladé la clôture laissait entrevoir la possibilité de sauver de nombreuses vies grâce à leurs armes. La gravité de la situation pesait sur lui, conscient que toute erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la population. Frustré et désireux de mettre fin à cette affaire, l'homme était déterminé à les exécuter rapidement, gardant rancune pour l'arme cassée. Incapable de contenir sa colère, il déclara que le jeune homme n'était manifestement pas forgeron et n'avait pas le droit de les tromper, avant de lui asséner un coup de poing. La jeune fille s'interposa, lui demandant de cesser d'agir de manière aussi irrationnelle. Elle l'accusa d'être un imbécile incapable de comprendre la gravité de la situation. Elle tint bon, et il lui cria de s'écarter, la traitant de fille stupide qui lui barrait le passage. Cela a mis le prisonnier en colère, qui a menacé de se venger si la jeune fille était blessée. L'homme était déconcerté par son audace, compte tenu de sa situation précaire et de la mort imminente. Le commandant décida de faire une pause pour réfléchir davantage à la situation et d'y revenir plus tard. La jeune fille tenta de communiquer quelque chose d'important à l'homme, exprimant son admiration et son inquiétude pour le jeune homme. Le monsieur l'ignora et entra dans la pièce, la rejetant comme insignifiante tandis que le vieil homme réfléchissait à ses paroles. Le vieil homme ordonna que les prisonniers soient enfermés. Le bourreau, mécontent de ce changement, protesta, mais on lui ordonna de suivre les instructions et de s'occuper d'eux le lendemain, car le matin apporte souvent plus de clarté. Le général a insisté pour les enfermer pendant la nuit et de décider de leur sort plus en détail le lendemain matin, convaincu que le temps permettrait de mieux juger la situation. L'homme ligoté se résigna à accepter le sort qui les attendait, qu'il s'agisse de la mort ou de l'emprisonnement. Il se mit à crier, se moquant de la situation et de la façon dont ils étaient traités, espérant provoquer une réaction émotionnelle puisqu'ils n'avaient rien à perdre. Il fit remarquer que leur sort était à la merci des caprices du maître,
ce qui sembla faire passer son message. À ce moment-là, le sang commença à couler, intensifiant la situation. Agacé par son attitude de défi, l'homme le frappa violemment, lui ordonnant de se taire et de cesser de le provoquer. Le jeune homme réalisa qu'il avait finalement subi les conséquences de son insoumission, souffrant des coups et du sang qui coulaient de son nez, ce qui lui rendait difficile de rester conscient. Alors qu'il luttait pour garder les yeux ouverts, il remarqua une foule immense autour de lui. Leur état semblait s'aggraver de seconde en seconde, ce qui le poussa à fermer les yeux. La dernière chose qu'il entendit fut l'homme leur criant de quitter les lieux. Dehors, l'air était devenu froid et sombre, le soleil s'étant couché depuis longtemps. Un mince brouillard rendait toute sortie peu attrayante. Le soleil s'adressa à son père, confirmant que la forteresse était bel et bien assiégée et que les prisonniers avaient dit la vérité. Le fils comprit qu'il devait les accompagner pour assurer la sécurité de ses parents, qu'il aimait profondément. Le gentilhomme reconnut la nécessité de faire des sacrifices et d'accompagner son fils à la forteresse pour la défendre contre les Mongols, bien qu'il envisageât également de partir. Le fils suggéra de rentrer immédiatement à la maison pour rassembler des troupes et les envoyer défendre la forteresse, invoquant le danger de rester. Le père s'enquit de la mère de son fils, sa belle-mère, qu'il ne respectait ni n'appréciait en raison de son comportement, mais qu'il estimait uniquement pour sa jeunesse. Le fils se sentit mal à l'aise face aux paroles de son père, sentant que l'absence d'une famille complète causait des tensions entre eux. Le père exprima sa gratitude pour l'inquiétude de son fils, mais insista pour qu'il parte. Malgré cela, le fils exhorta le gentilhomme à l'écouter. Frustré, le père ordonna à son fils de partir et lui lança un regard désagréable qui rappelait celui de la femme qu'il avait autrefois aimée. Il claqua la porte au nez de son fils, indiquant clairement son mécontentement face à la dynamique familiale actuelle. Le fils comprit que sa relation avec son père était tendue et difficile, reconnaissant que malgré l'amour de son père, leurs intérêts divergents et la présence de sa mère créaient une dynamique difficile. Il ressentait un profond malaise et une douleur dans les yeux qu'il avait du mal à exprimer. Il se sentait comme un paria, déchiré entre deux choix de lieu de vie, mais incapable de se décider. Pendant ce temps, les gardes s'assuraient que les deux prisonniers restaient bien enfermés dans la remise où ils étaient détenus. La jeune fille, qui avait développé des sentiments pour le plus jeune des deux hommes, réfléchissait sans cesse à la manière dont elle pourrait les atteindre et les libérer de leur emprisonnement. Les deux prisonniers étaient assis dans la remise, entourés de foin, le plus jeune essayant désespérément de ronger les cordes pour échapper à leur situation. L'homme plus âgé demandait au plus jeune pourquoi il s'était immiscé dans cette affaire, suggérant que leur vie aurait pu être plus paisible s'ils ne l'avaient pas fait. Le plus jeune répondit qu'il ne supportait pas de voir leur situation. Le plus âgé fit remarquer que, tout comme les métaux ont des points de fusion différents, les gens ont également des statuts sociaux différents. Le plus jeune rétorqua qu'il avait déjà assez de problèmes et critiqua le plus âgé pour son incompétence dans la collecte des ordures. Ils se mirent à se disputer, l'homme plus âgé traitant le plus jeune de rustre stupide qui avait besoin de boire plus de lait, et le plus jeune le traitant de cobaye. Leur dispute fut interrompue lorsqu'ils virent les portes s'ouvrir et quelqu'un entrer dans la remise où ils étaient détenus. Ils furent d'abord surpris, car ils ne comprenaient pas comment quelqu'un pouvait avoir accès à eux sans l'autorisation du maître. C'était la même fille, qui leur indiqua qu'ils devaient rester silencieux et leur assura qu'elle pouvait les aider à s'échapper. À la tombée de la nuit et au début d'une nouvelle journée, les oiseaux chantaient joyeusement et le temps était parfait pour un nouveau départ. Elle leur apporta de la nourriture et fit remarquer qu'ils avaient l'air affamés, ajoutant qu'ils ressemblaient à des cochons nourris avec une maigre ration de bouillie. Le plus jeune des hommes se présenta, s'excusant de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il se nommait Gouaï, tandis que la jeune fille s'identifia comme Daobi, mentionnant qu'ils avaient déjà rencontré son ami. Censure. La jeune fille lui présenta ses sincères excuses, regrettant de l'avoir traité d'imbécile, ce qui avait conduit à la situation actuelle. Le garçon la rassura en lui disant que tout allait bien, mais elle insista sur le fait que ses actions avaient failli le mener à la mort. Désespéré, le jeune homme lui demanda de l'aider à s'échapper, car il était ligoté et incapable de bouger. Soudain, quelqu'un fit irruption dans la remise en criant des insultes et des menaces. C'était l'homme qui avait précédemment menacé de les tuer, déclarant qu'il mourrait aujourd'hui. La panique s'installa alors que la jeune fille se précipitait pour détacher les prisonniers qui avaient été enfermés sur ordre du prévôt. L'homme avait l'air débraillé, avec un gros œil au beurre noir,
témoignage de sa confrontation précédente. Son état s'est aggravé, sa vision s'est brouillée, et il a eu du mal à garder le contrôle. Il s'effondra sur le sol, laissant tomber son arme et s'allongeant face contre terre, dans la boue souillée par les porcs qui se trouvèrent dans la remise avant leur arrivée. Dehors, les gens criaient, alarmés, annonçant que les Mongols attaquaient. La panique se répandit lorsque tout le monde réalisa la gravité de la situation. Les Mongols ne montraient aucune pitié, tuant des civils et détruisant tout ce que les villageois avaient mis des années à construire. Armés d'armes spécialement affûtées pour cet assaut, les Mongols semèrent le chaos, comme l'avait prédit le vieil homme. Ils massacrèrent les gens et incendièrent tout ce qui se trouvait à leur portée, se délectant de la destruction et du chaos. La jeune fille pensa à son amie bien-aimée et sut qu'elle devait l'aider, d'autant plus que son père et sa mère avaient été tués. Le garçon lui demanda de le libérer en premier, estimant que son ami pouvait se débrouiller seul, tandis qu'il avait besoin d'être détaché pour aider. La jeune fille regarda autour d'elle et comprit qu'elle devait agir rapidement, car l'homme qui voulait les tuer avait été touché par une flèche, provoquant le chaos alors que les gens fuyaient, terrifiés. Confronté à la certitude de la mort, l'homme qui avait été touché par la flèche commença à s'enflammer et son corps fut consumé par les flammes, brûlant complètement sous les yeux des spectateurs d'une manière qui n'avait rien d'humain. Les deux étaient ligotés et assis, impuissants, ne sachant pas quoi faire, car leur situation semblait les mener vers une fin imminente. Ils se sont précipités comme s'ils étaient poursuivis par une meute de loups. Bien qu'ils fussent ligotés, ils comprenaient l'urgence de continuer à avancer malgré cet obstacle. Le garçon lui cria de regarder autour d'elle, l'avertissant du danger extrême qu'il y avait à rester là. Il lui demanda spécifiquement de jeter un coup d'œil derrière elle. Il réussit à la protéger en la poussant sur le côté, évitant ainsi la trajectoire de la flèche qui arrivait, lui donnant une chance de survivre. Soudain, le redoutable Mongol apparut devant eux, armé d'une arme dangereusement tranchante. Le jeune homme réalisa qu'il se trouvait dans une situation désespérée. Sans arme à portée de main et ligoté, ses chances de riposter étaient très limitées. Il commença à esquiver habilement les attaques du Mongol, évitant de justesse les coups visant sa tête et sa gorge. Il passa rapidement en revue toutes les techniques qu'il connaissait et choisit la plus efficace pour tenter de se sauver. Le Mongol continua à l'épuiser avec des coups précis près de son corps, tandis que le jeune homme se tordait et se retournait comme un acrobate pour éviter d'être touché. Gai fit tout ce qui était en son pouvoir, mais il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il devait de toute urgence se libérer des cordes pour s'échapper. Il s'agenouilla et déclara que c'était maintenant à son tour de prendre les coups à sa place. Bien qu'il fût immobilisé, le jeune homme décida de contre-attaquer. Gai se précipita pour infliger aux Mongols la riposte qu'ils méritaient, estimant que l'envahisseur n'avait pas le droit d'empiéter sur leur territoire. Il chargea le Mongol armé avec un courage et une bravoure remarquables, sachant qu'il n'avait pas d'autre choix. Un faux pas pouvait lui coûter la vie. La jeune fille était profondément inquiète pour Gwai au milieu du chaos. Tout ce qu'elle voyait, c'était des explosions et de la confusion. Son ami lui cria d'urgence de le libérer afin qu'il puisse aider son frère et qu'elle puisse aider son ami. Cependant, quelque chose le troublait, le poussant à regarder autour de lui avec confusion. Il réalisa que le danger était imminent et qu'il devait rester vigilant. Il vit un Mongol derrière la jeune fille qui pointait un arc vers elle et comprit qu'il ne pouvait pas la laisser mourir. Il cria pour l'avertir et bondit pour intercepter la flèche, la recevant lui-même et poussant la jeune fille en sécurité. Alors qu'elle le voyait succomber, elle lui demanda comment il se sentait et ce qu'elle devait faire. Mais il ne pouvait que se tordre de douleur, sachant qu'il ne survivrait pas. Finalement, Little Brother réussit à échapper au combat avec le Mongol, bien qu'il n'ait aucun avantage réel étant donné qu'il était complètement ligoté. Néanmoins, il réussit à se procurer une épée. Le garçon commença à s'inquiéter du sort de son ami et de la jeune fille qui l'accompagnait, sentant que quelque chose n'allait pas. Il remarqua que le chef des Mongols et son fils tentèrent de fuir le village, ce qui lui sembla inhabituel. Il entendit quelqu'un dans la foule crier des insultes pour attirer l'attention, les traitant de « salauds pourris ». Il pointa son épée vers eux, les accusant de fuir pour protéger leurs propres intérêts sans se soucier du bien-être des autres, comme il le faisait habituellement. Une lance fut alors lancée sur son fils, mais il parvint à la dévier avec son épée. Le fils ordonna aux gardes d'escorter immédiatement M. Provost en lieu sûr, compte tenu du danger extrême qui régnait. Il se dépêcha avec ses gardes à travers les balles et les obus, impatients d'atteindre leur destination où ils espéraient trouver un environnement plus sûr. De manière inattendue, le fils du chef fut attaqué par un Mongol brandissant une
une situation que personne n'avait prévue, car la famille royale s'attendait à atteindre la sécurité sans autre incident. L'homme a compris qu'il devait se défendre et saisir cette occasion pour prouver à l'arriviste qu'il était un combattant compétent. Évaluant la situation avec précision, il décapita le Mongol, s'assurant qu'il ne puisse plus avancer et le laissant saigner sur le sol. Cet événement n'a pas déconcerté le fils du chef, qui savait qu'il était capable de bien plus que ce que les autres croyaient. Gale observa et comprit la situation. Il réalisa qu'il avait sous-estimé la force de son adversaire, qui était en effet redoutable. Le fils du chef accusa le jeune homme d'être arrogant, ne voyant que ses propres échecs dans le monde. L'homme répondit qu'il était impudent et lui demanda s'il allait bien, affirmant qu'il était prêt à se battre, comme il l'avait proposé précédemment. L'homme à cheval traita le jeune homme d'idiot dépourvu de justice, mais l'invita à se battre, ne voulant pas manquer l'occasion d'un combat. Gay fit remarquer les coups qu'il recevait et se retourna pour voir une scène horrible qu'il avait momentanément oubliée. Derrière lui se trouvait une multitude de personnes souffrant des attaques violentes des Mongols, incapables de se défendre. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il n'agissait pas. Il devait saisir les armes et se battre pour prouver leur supériorité. Il cria qu'ils risquèrent la mort et qu'ils devaient se battre ensemble pour avoir une chance de gagner. Mais les gens prétendirent qu'ils ne savaient pas se battre. L'homme les exhorta à ne pas tarder, mais à ce moment-là, un nœud coulant fut lancé par-dessus sa tête, signalant son exécution imminente. C'était le même Mongol qui avait tué son frère. Il l'attrapa par le cou et le traîna sur le sol, trouvant cela amusant puisqu'il était à cheval. Il était ravi d'avoir capturé une proie aussi importante et espérait l'étrangler avec sa corde, ce qu'il attendait avec impatience. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Réalisant sa mort imminente, l'homme se débattit désespérément pour se libérer de la corde dans le but de survivre. Il poussa contre le sol, essayant de contrôler la corde comme s'il domptait un taureau pris au piège. Ses jambes commencèrent à brûler à cause de la vitesse du cheval, qui galopait rapidement alors qu'il ne portait que de simples bottes. Cette situation déplut au Mongol, qui écarquilla les yeux de surprise. Il était habitué à ce que les gens soient incapables de s'échapper une fois pris au piège, et voilà que l'homme reprenait le contrôle. Il s'enfuit, déclarant que s'il pouvait reprendre le contrôle, tout commencerait à s'épanouir et à s'améliorer. Il se vanta également de pouvoir courir plus vite qu'un cheval, comme il l'avait affirmé plus tôt. Il sprinta comme une bête, réussissant à dépasser le Mongol qui le contrôlait avec la corde. Il leva le poing, signalant que le Mongol allait recevoir un coup puissant auquel il ne pourrait échapper. Il fit tomber le Mongol moustachu de la charrette, laissant le cheval courir librement tandis que le Mongol gisait sur le sol, après avoir dérapé sur plusieurs mètres de sable. L'homme savoura également ce moment, alors que le cheval, désormais libéré de son fardeau, commençait à accélérer sans aucun poids supplémentaire. Finalement, la corde se rompit et il s'écrasa contre un arbre, ce qui lui causa des blessures importantes et une douleur intense dans tout le corps. Finalement, tout se calma. Épuisé et sans émotion, il gisait sous l'arbre. Puis il entendit quelqu'un l'appeler « guerrier » derrière lui, et il se demanda pourquoi on s'adressait à lui de cette manière. Les personnes qui l'avaient appelé à l'aide le remercièrent pour son courage et pour leur avoir sauvé la vie, même si elles estimaient ne pas le mériter après l'avoir abandonné. Kwai leur demanda s'il faisait référence à lui, et lorsqu'ils le confirmèrent, ils le saluèrent comme leur sauveur qui les avait délivrés des Mongols. Iwai était amusé et ravi d'être qualifié de guerrier. Il s'essuya le nez avec satisfaction et rit de la situation. Cependant, il se rappela rapidement qu'il n'était pas venu seul, mais avec son frère, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La bataille lui fit prendre conscience de l'urgence de le retrouver. Découragé, il comprit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il demanda où tout le monde se cachait, car il avait besoin d'informations cruciales. Pendant ce temps, le soleil montait dans le ciel, tandis que les Mongols avaient réduit le village en cendres. Il remarqua quelque chose d'étrange. Son père se lavait à un endroit différent de celui prévu initialement. Il accéléra pour les rattraper et comprendre leurs actions et leur nouvelle direction, car leur chemin avait changé. Le fils comprit enfin que son père n'allait pas transmettre l'héritage familial. Il savait donc qu'il devait continuer à vivre modestement. Il réalisa que s'il voulait faire ses preuves, il ne pouvait pas se permettre de s'enfuir sans avoir fait ses preuves dans l'armée. Il fit demi-tour avec son cheval, sachant qu'il devait entreprendre les tâches que son père avait été trop effrayé d'accomplir au fil des ans. Bien qu'il soit lui-même devenu prévôt, le fils du chef soupira,
conscient que relever ce défi comportait des risques importants et pouvait potentiellement lui coûter la vie. Il observa la destruction de son village, l'endroit où il avait passé toute sa vie, qui brûlait désormais comme s'il était désert. Pourtant, il se sentait obligé de prouver qu'il était plus capable que son père, qui s'était contenté de fuir. Il se prépara mentalement, déterminé à relever le défi qui l'attendait. Pendant ce temps, le Mongol réussit à tuer le frère de l'homme qui avait survécu de justesse après avoir été frappé par un pilier. Ensuite, il avait l'intention d'enlever la jeune fille qui avait tout vu. Elle lui cria en mongol de ne pas s'approcher, ce qui fit comprendre au Mongol qu'elle était très intelligente et instruite, et qu'il serait stupide de perdre un atout aussi précieux. Les Mongols furent pas stupéfaits par ces paroles, car ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un dans le village parle leur langue. Ce soir-là, le Mongol prévoyait de capturer les enfants des villageois et d'élever de nouveaux Mongols. Le Mongol, perplexe, lui demanda comment elle pouvait parler sa langue. Elle savait qu'elle devait le faire parler pour gagner du temps, sinon elle serait immédiatement mise à mort. Son ami plus âgé pouvait à peine parler en raison d'une hémorragie grave, et personne n'était disponible pour l'aider à ce moment-là. C'était déchirant, car il s'était sacrifié pour la jeune fille. Le Mongol, qui était pervers, avoua qu'il l'aimait bien, mais elle refusa de s'engager avec lui, le traitant de voleur malfaisant qui la rendait anxieuse. Le pervers a dit qu'il épargnerait sa vie jusqu'au soir, révélant que son intérêt était uniquement physique. Cependant, à ce moment-là, le Mongol fut attaqué par derrière par un vieil homme qui avait essayé de les protéger. Les filles se sont embrassées, exprimant leur gratitude au lieutenant général, qui savait qu'il devait assumer l'entière responsabilité puisque le prévôt s'était enfui. Le vieil homme les a exhortées à se dépêcher, car leur chance de survie s'amenuisait. Alors qu'elles s'enfuyaient, des flèches sifflaient autour d'elles, et elles avaient du mal à trouver comment se sortir de cette situation périlleuse, sachant qu'un seul faux pas pouvait leur être fatal. Elles aperçurent 2 Mongols à cheval, prêts à les tuer simplement parce qu'elles se trouvaient là. Elles se demandèrent quelles étaient les intentions des Mongols dans cette situation. Ils se rendirent compte que les Mongols leur barraient la route et qu'ils avaient besoin d'urgence d'un plan pour survivre. Sans cela, ils ne pourraient pas se sortir de cette situation désespérée. L'un des Mongols demanda à son compagnon s'il devait les tuer, et celui qui avait des nattes lui ordonna de les achever immédiatement. Le vieil homme comprit qu'il ne plaisantait non pas, et sut qu'il devait agir rapidement, sinon il serait laissé pour mort et incapable de s'échapper. L'homme descendit de son cheval, indiquant qu'il pouvait rapidement s'occuper d'eux et célébrer sa victoire dans le nouveau village. Il brandit son sabre et les défia de se battre pour leur vie comme de vrais guerriers. Le vieil homme se lança dans la bataille, car il était leur seul protecteur, et offrit son sabre à l'homme, dans l'espoir de mettre fin au combat et de s'échapper du village. Des étincelles jaillirent du choc de leurs lames, chaque combattant démontrant sa force et sa résilience dans cette bataille acharnée. Le vieil homme se rendit compte que son adversaire était redoutable et qu'il n'avait pas prévu un combattant mongol aussi fort. Le Mongol, confiant et moqueur, se moqua de lui, convaincu qu'il pourrait prouver sa supériorité en tuant le vieil homme. Le Mongol exploita habilement la situation et porta un coup de lame à l'estomac du vieil homme, transperçant son armure. Le vieil homme sentit la mort et l'agonie imminente, hurlant d'une douleur indescriptible. Il s'effondra au sol, tandis que le Mongol se tenait debout, victorieux, sa lame prouvant son efficacité mortelle. Les filles, anxieuses et seules sans leur protecteur, ne savaient pas quoi faire au milieu du chaos et des conflits qui régnaient dans les rues. Les Mongols se préparèrent à décapiter le vieil homme, plaçant leur lame près de sa tête, prêtes à porter le coup fatal. La jeune fille s'écria, implorant pitié, reconnaissant que son sacrifice pour les protéger était la raison pour laquelle il était resté et avait finalement perdu la vie. À ce moment-là, quelqu'un cria derrière les Mongols, distrayant l'homme qui s'apprêtait à porter le coup fatal. Cette interruption l'empêcha de frapper. Le nouveau venu arriva juste à temps pour les sauver, sachant que s'il avait eu ne serait-ce qu'une minute de retard, le vieil homme aurait été mort. Il défia le Mongol de laisser le vieil homme tranquille et de l'affronter à la place, affirmant qu'un combat entre eux serait un combat équitable. Il se jeta sur le Mongol, exigeant un combat en tête-à-tête, affirmant qu'ils étaient à égalité en termes de force. Gai rit, confiant qu'il était sur le point de gagner et qu'il pourrait sauver tout le monde grâce à sa force et à ses compétences supérieures. Le Mongol réalisa qu'il était sous une pression intense et qu'il devait agir rapidement pour éviter de perdre, sinon il ne pourrait pas revendiquer la victoire. La jeune fille, inquiète pour lui,
l'exhorta à la prudence, lui disant qu'elle l'admirait depuis le moment où elle l'avait vu. L'homme déclara qu'il allait infliger aux Mongols la mort qu'ils méritaient, mettant enfin un terme à leur existence. Cependant, le Mongol réussit à porter un autre coup, brisant son épée en 2 morceaux, un résultat qu'il n'avait pas prévu, car il avait envisagé de sauver tout le monde. Il resta stupéfait, incapable de comprendre comment son épée avait pu échouer et comment ils avaient réussi à se défendre avec des armes aussi faibles. Il a déclaré que l'épée était inadéquate, alors que le Mongol continuait à l'attaquer sans relâche, le plongeant dans la panique et le désespoir. Le vieil homme l'avertit de faire attention, soulignant qu'un faux mouvement pourrait conduire le Mongol à le décapiter, comme il avait failli le faire avec le vieil homme. Le Mongol poussa Gouaï contre le mur, le laissant dans une position précaire, sans issue ni en avant ni en arrière. Il vit le Mongol brandir son épée près de son visage, un message clair indiquant que les envahisseurs étaient là bien équipés et ne devaient pas être sous-estimés. Le Mongol commença à brandir son épée pour achever l'homme, qui devenait une nuisance et l'empêchait de s'occuper du vieil homme qui protégeait la jeune fille. Il réalisa qu'il était sur le point de quitter ce monde auquel il s'était attaché, malgré le dur labeur qu'il avait accompli chaque jour. Alors que l'épée volait vers lui, il tenta de la bloquer avec sa main, une tactique qu'il avait déjà utilisée avec d'autres armes. La jeune fille entendit le bruit et ne put supporter de regarder. Elle ferma les yeux, sachant que les mains de l'homme, et peut-être même ses membres, risquaient d'être sectionnés. Il craignait de perdre sa main gauche, ou pire. Mais le prévôt Sun arriva alors pour l'aider et lui offrit son épée. La jeune fille fut ravie qu'il ait survécu et cria son nom avec soulagement, convaincue qu'il était désormais sous la protection du fils du prévôt, fort et habile. L'homme, désormais plaqué contre le mur, fit remarquer que c'était lui qui avait été touché, et non le Mongol, et qu'il ne voyait donc pas la nécessité de le remercier pour son aide. Le Mongol continua à se battre avec le fils du prévôt, qui intervint pour l'empêcher de vaincre le deuxième villageois. Le fils du prévôt l'affronta avec confiance et courage, sachant que s'il gagnait et ramenait Khan au village, il serait nommé nouveau prévôt. Il demanda pourquoi on devait le remercier de lui avoir sauvé la vie, affirmant que l'épée l'aurait frappé si personne n'était intervenu. Le Mongol eut du mal à résister aux puissantes attaques du jeune homme, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation. L'homme commença à transpirer sous la pression intense, se sentant dépassé pour la première fois, car il n'avait auparavant combattu qu'à l'entraînement. Ga lui dit que s'il ne savait pas se battre correctement, il devait s'écarter et ne pas interférer avec un professionnel capable de gérer la situation au plus haut niveau. Le vieil homme remarqua que le prévôt Sun était resté en arrière, ce qui signifiait que le roi n'était pas protégé et pouvait être facilement tué. L'homme luttait pour supporter les attaques incessantes et était également accablé par ses obligations morales, surtout après les paroles du vieil homme. Il parvint à peine à tenir bon et jeta un coup d'œil sur sa gauche, où il vit quelque chose d'intrigant, ou plutôt, quelqu'un. La jeune fille, qui avait perdu ses parents à cause de leurs secrets sur la nourriture et les activités rurales, observait la scène se dérouler. Il exhorta la jeune fille à partir si elle voulait éviter la mort, car le reste des Mongols allait bientôt arriver et il ne pouvait plus les retenir. La jeune fille, inquiète, s'approcha de lui et, confuse, tendit la main vers son visage, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. Le vieil homme avertit tout le monde de fuir, car ils étaient tous sur le point d'être submergés. Les filles supplièrent le général de se joindre à elles, mais celui-ci, blessé, leur dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Elles soulevèrent dans le vieil homme et commencèrent à le porter, le pressant de se dépêcher afin qu'ils puissent s'échapper ensemble du chaos. La jeune fille se demanda où il était passé, car il avait combattu le Mongol qui avait blessé le vieil homme, le laissant ensanglanté et incapable de marcher seul. Le vieil homme la pressa de se dépêcher, car tout retard permettrait aux Mongols de les attaquer avant qu'ils ne puissent s'échapper. L'homme, gisant dans son sang, les vit partir sans lui. Il comprit qu'il était trop tard pour demander leur aide, même s'il s'était sacrifié pour sauver la jeune fille. Le Mongol chauve reconnut l'habileté de l'homme et sut qu'il devrait déployer des efforts considérables pour le vaincre, sous peine de risquer sa propre vie. Il ordonna à son ami chevelu de suivre les 3 fugitifs pendant qu'il retenait l'attention des Mongols sur lui. La jeune fille remarqua qu'il devait se dépêcher, car un homme à cheval les poursuivait, ce qui risquait d'avoir des conséquences désastreuses.